Allô, aujourd'hui je veux te raconter l'histoire de Guillaume, écrit par François Gravel. C'est un roman, donc je ne vais pas le lire au complet aujourd'hui, mais je te lis la quatrième de couverture. Guillaume Chalifou a un problème et il a l'impression d'être le seul sur Terre à souffrir de cette malédiction. À la pensée de parler en public, son cœur se déchaîne, indomptable. Lorsque, avec tout son courage, il ose ouvrir la bouche, les mots se bloquent et il souffre énormément. Guillaume évite de parler et il a tendance à se réfugier dans son silence, jusqu'à ce qu'un jour, un chien nommé Churchill entre dans sa vie. Ce sera son confident à qui il pourra tout dire sans difficulté. Grâce à lui, Guillaume pourra relever de grands défis. Peut-être que tu connais déjà cet auteur, François Gravel. Il a écrit la série des Clonks, qui a été très, très populaire il y a quelques années. Mais peut-être que tu en as déjà lu. Il a aussi écrit Le match des étoiles. Donc, je vais te lire ça aujourd'hui. Je veux aussi continuer l'histoire de la ville de Québec. Et finalement, j'ai un petit défi d'écriture que j'ai pris dans mon fameux livre 1001 conseils pour écrivains en herbe. Donc, on commence avec Guillaume. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations dans ce livre, mais je vais quand même essayer de mettre le livre à l'écran, les pages à l'écran, parce que ce qui est bien avec la lecture que je te fais, c'est que tu peux essayer de lire en même temps que moi. Ça fait un peu comme de la surlecture. Chapitre 1. Il n'y avait rien que Guillaume détestait plus que le premier jour d'école. Chaque année, le même cauchemar recommençait. Cette fois-ci, il devrait affronter Madame Fafard, une nouvelle maîtresse qui ne semblait pas très sympathique. Ses cheveux étaient noirs et lisses, coiffés par en arrière, et ses lèvres barbouillées de rouge couleur sang. Elle portait une robe brune décorée de boutons dorés qui la faisaient ressembler à un général de l'armée. Et elle ne connaissait pas Guillaume, ce qui la rendait plus terrifiante. Elle ne pouvait donc pas savoir qu'il avait un très gros problème. Vous, les petits, asseyez-vous devant et les grands derrière, sans faire de bruit. Je déteste le bruit. Allez, dépêchez-vous. Sa voix était si forte qu'elle n'avait eu qu'à chuchoter pour que tous les enfants l'entendent, même ceux qui étaient au fond de la classe. Allez, plus vite que ça. Je veux que vous croisiez les bras sur vos pupitres et que vous gardiez le silence. Les enfants s'étaient assis très vite de crainte qu'elle ne leur déchire les tympans en criant. Et maintenant, vous allez vous lever à tour de rôle en commençant par la première rangée et vous allez vous nommer. Allons-y! On commence par toi, celui qui a une chemise bleue. Guillaume, en entendant ces mots, avait cru que son cœur allait cesser de battre. Il devait parler devant tout le monde. Il n'y arriverait jamais. Pourquoi les plus grands sont-ils toujours obligés de s'asseoir au fond de la classe? Il lui faudrait attendre avant que son tour vienne, que tous les élèves se soient nommés. Il n'en finirait plus d'avoir peur. Tandis que Guillaume réfléchissait à tout ça, le petit garçon qui portait une chemise bleue s'était levé et avait dit son nom, mais d'une voix si faible que personne n'avait compris. « Plus fort !» avait dit Madame Fafard. « Il faut parler fort pour que tout le monde puisse entendre. » Le petit garçon avait donc répété son nom d'une voix un peu plus forte, mais Madame Fafard n'était pas encore satisfaite. « Es-tu malade? Dis-moi. Tu n'es vraiment pas capable de parler plus fort que ça? »« Pierre Bilodeau !» avait alors crié le petit bonhomme, ce qui avait arraché un semblant de sourire à Madame Fafard. « Bon, vous voyez bien que ce n'est pas si difficile. Tu peux t'asseoir maintenant. Au suivant. »« Jacques Ducharme !» avait crié le deuxième élève, encore plus fort que le premier. « C'est bien, » avait dit Madame Fafard, « mais il ne faut quand même pas exagérer. Je ne suis pas sourde. Au suivant. » Les enfants avaient continué chacun leur tour à se lever, se nommer, puis se rasseoir. Comme il y avait 35 élèves dans cette classe et que Madame Fafard devait chaque fois écrire leur nom dans un cahier, il avait fallu bien du temps avant d'arriver à Guillaume. Il essayait de se convaincre en attendant qu'il réussirait à se lever comme tout le monde, à respirer profondément et à prononcer son nom à voix haute.
Pour la plupart d'entre vous, cela semble sans doute facile, mais pour Guillaume, c'était un exploit extraordinaire. Jamais il n'avait réussi à dire son nom devant toute une classe. Son tour venu, Guillaume avait senti que son cœur était un animal qui voulait s'enfuir de sa cage. Il s'était levé, il avait ouvert la bouche, mais aucun son n'avait pu en sortir. On aurait dit qu'un cow-boy l'avait pris au lasso et qu'il cherchait à l'étouffer. « Ton nom !» avait répété la maîtresse. Puis plus il faisait d'efforts pour parler, plus la corde se resserrait autour de son cou. Alors ici, vous vous rappelez ce dont je vous avais parlé, les comparaisons sans mots de comparaison. Alors, c'en est un exemple. On appelle ça comment déjà? Ça commence par un M. On appelle ça une métaphore. Donc, il dit qu'il a l'impression d'avoir une corde qui lui serre le cou. Plus la corde se resserrait autour de son cou. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une corde? Non. Mais c'est une image que l'auteur utilise pour nous faire comprendre comment le personnage se sent. C'était tellement douloureux qu'il pensait perdre connaissance. « Tu ne sais pas ton nom ?» avait alors dit Madame Fafard, et certains élèves avaient commencé à rire. « Je le sais, mon nom, » pensait Guillaume. « Je sais aussi plein de mots. Je sais compter jusqu'à 1000, jusqu'à 1 million. Ce n'est pas ça le problème, madame. C'est juste que les mots ne veulent pas sortir. Ils sont bloqués. » Guillaume ne pouvait rien dire de tout cela. S'il connaissait des milliers de mots avec lesquels il était capable de composer des millions de phrases, il n'arrivait pas à les expulser de sa bouche. Il restait coincé dans sa gorge, et cela lui faisait horriblement mal. Il restait là, cherchant vainement à prononcer un son, tandis que Madame Fafard le regardait avec un drôle d'air. Allait-elle le punir parce qu'il ne pouvait pas parler normalement? Il fallait qu'il réussisse le plus vite possible avant qu'elle se fâche. Les maîtresses, en ces temps-là, étaient très sévères. « Guy, tu t'appelles Guy? »« Guillaume !» avait-il réussi à dire, ce qui lui avait enfin permis de reprendre son souffle. « Guillaume, c'est très bien !» avait acquiescé Madame Fafard d'une voix très calme. « Guillaume qui? »« Chalifou, Guillaume Chalifou. Je m'appelle Guillaume Chalifou, madame. » On aurait dit que les mots étaient restés si longtemps bloqués qu'ils voulaient tous sortir en même temps. « C'est très très bien, j'ai compris, inutile de répéter. Suivant !» Quand Guillaume s'était enfin rassis, il avait le visage tout chaud, mais son cœur battait un peu moins vite. Il était tellement soulagé qu'il se sentait mou comme une pieuvre. Il avait regardé Madame Fafard qui écrivait d'autres noms dans son grand cahier, comme si rien ne s'était passé. Elle n'avait pas l'air fâchée, heureusement. Les autres élèves n'avaient pas l'air fâchés, eux non plus, mais quelques-uns qui étaient nouveaux dans le quartier se tournaient vers Guillaume et lui jetaient des regards curieux. Ils ne voulaient pas se moquer de lui, ils n'avaient jamais vu quelqu'un qui bégayait. Tout simplement, et il cherchait à comprendre ce qui était arrivé. Guillaume aurait bien voulu le comprendre lui aussi. Si vous aviez rencontré Guillaume quand il était enfant, il y a très longtemps de cela, il aurait eu beaucoup de mal à vous parler. Il préférait se taire, même s'il aurait eu des choses intéressantes à dire, et c'est précisément pour cela que j'ai envie aujourd'hui de vous raconter son histoire. Donc, tu auras compris que Guillaume souffre de ce qu'on appelle le bégaiement. Et je te raconterai le chapitre 2 demain. Maintenant, pour Québec, l'histoire d'une ville. Tu te rappelles, je t'avais raconté ce que le chef Anadabijou avait raconté à Samuel de Champlain sur l'origine du monde selon les Inuits avec l'histoire du grand lièvre. Est-ce que tu te rappelles quel animal avait pu aller chercher le grain de sable? Eh oui, c'était le rat musqué. Et c'était attendez, comment il s'appelle? Comment on prononce? C'est Wapouche. Le rat, c'est Wapouche. Attends, non, Wapouche, c'est le lièvre. Mouchoum, c'est l'ours.
Je cherche le nom du rang musqué. Bon. Je vais le retrouver plus tard. Alors, on était rendu ici. Champlain comprend que le grand chef a voulu lui expliquer que cette terre appartient aux Inuits. Il répond « Cette histoire est très belle, je ne l'oublierai jamais. Nous partirons demain, mais je reviendrai. J'aimerais beaucoup vivre ici. » Tu seras toujours le bienvenu, petite barbe, promet Anna d'Abijoux. Je connais un territoire où tu pourras t'installer. C'est un lieu d'une grande beauté, situé là où le fleuve est étroit. Nous l'appelons Québec. Donc Québec, écrit avec K-E-B-E-C, dans les langues algonquiennes, ça signifie passage étroit. Et pourquoi passage étroit? C'est que le fleuve Saint-Laurent, à l'endroit de ce territoire, se rétrécit. Ouvre l'œil. Donc ici, on a une photo vue du fleuve. Donc c'est comme si on était en bateau et on voit la ville de Québec devant nous. Alors, le Vieux-Québec est le secteur le plus ancien de la ville. Il s'étale sur les hauteurs du Cap Diamant, donc dans la Haute-Ville, le Cap Diamant, et en bas, au bas des falaises, dans ce qu'on appelle la Basse-Ville. Ce que tu vois ici comme un mur, hein, c'est ce qu'on appelle la citadelle de Québec. Au sommet du Cap Diamant, cette forteresse militaire en forme d'étoile a été construite par les Britanniques il y a près de 200 ans. Ici, il y avait comme un champ, on appelle ça les plaines d'Abraham. La population a donné le nom de plaine d'Abraham à cette immense étendue de verdure où Abraham Martin faisait paître ses troupeaux il y a 400 ans. Donc, c'est un berger. Et les plaines forment l'actuel parc des champs de bataille. Si tu es déjà allé à Québec, c'est un très grand parc et on peut se balader. C'est magnifique. Ici, tu vois le château Frontenac, qu'on voit aussi sur la page couverture du livre. Ce majestueux hôtel a été construit en 1893. Il avait acquis une renommée internationale. Je vous avais déjà dit que c'était l'hôtel le plus photographié au monde. Numéro 4, donc ici, tu vois un bateau, c'est la traverse Québec-Lévis. La traversée du fleuve entre Québec et Lévis, Lévis qui est la ville de l'autre côté sur la rive sud du fleuve, se faisait autrefois en canot durant l'été et sur les glaces pendant l'hiver. Mais depuis 1818, un service de traversier relie les deux rives entre elles. Numéro 5, alors Place Royale, c'est un endroit en Basse-Ville et on croit que des Autochtones vivaient sur l'emplacement de Place Royale 3000 ans avant l'arrivée de Champlain. C'est un des plus anciens lieux habités d'Amérique du Nord. Et finalement, 6 ici, le Vieux-Port. Le port de Québec est situé au confluent de la rivière Saint-Charles et du Saint-Laurent. Au début du 19e siècle, donc au début des années 1800, c'était l'un des 5 plus grands ports du monde. Donc, je vais être obligée de m'arrêter ici pour aujourd'hui pour ce qui est de la ville de Québec. Juste assez de secondes pour t'expliquer la petite mission d'écriture que je te propose. Ça s'appelle « Cuisine bizarre » et en fait, c'est tout simplement d'inventer une recette. Donc, d'écrire un petit texte à la manière d'une recette, mais qui ne fait pas quelque chose qui se mange. Donc,
Par exemple, dans un trou creusé sur la face nord d'un talus exposé au vent, déposé soigneusement sur un lit d'herbe sèche, ta, 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 ta. Donc, ça s'écrit à la manière d'une recette, mais ça n'en est pas vraiment